Bonjour à tous, merci à tous les participants qui sont présents. On va attendre encore quelques minutes, notamment pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, sur ce webinaire, je serai accompagné d'Emilia Payard et Thibaut Corvézier, que je vous présenterai dans quelques minutes. Ce que je vous propose de faire, c'est d'attendre encore 1 ou 2 minutes et on commencera à 18h05, le temps que tout le monde puisse se connecter. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. On va pouvoir commencer. Donc, merci à tous les participants qui sont présents sur ces webinaires-là. Donc, moi, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Tampiabonda. Je suis le directeur commercial au sein de Cashbee depuis un petit peu plus de 4 ans. Et à l'occasion de ce webinaire, on sera accompagné d'Émilie Epaillard, qui est la responsable des partenariats chez Merci Prosper, et Thibaut Corvézier, qui est le directeur général, même fondateur, si je ne m'abuse, sur Ouais, la fondateur, foncière. fondateur. Exactement. Donc Thibaut Corvézier, que vous avez peut-être dû connu auparavant sur d'autres projets. Donc l'idée, à travers la foncière Prosper, c'est d'accompagner les seniors pour bien vieillir au sein de leur logement. Nous, c'est une offre qui est solidaire et qui nous plaît au sein de Cashbee, qu'on a voulu lancer et vous présenter aussi en exclusivité. La foncière Prosper, elle n'est pas aujourd'hui proposée sur tous les courtiers en ligne. Donc l'idée, c'est de proposer un produit vous permettant de diversifier vos actifs, aussi de bénéficier, comme Thibaut va l'évoquer ultérieurement, d'une réduction d'impôt. Mais avant d'aborder tous ces éléments-là, surtout ce qu'on voulait faire à travers ces webinaires, c'est de vous présenter le fonctionnement de Merci Prosper et de la foncière. Et aussi, vous pouvez poser toutes vos questions librement à travers le chat, comme on a l'habitude de le faire. Et on répondra avec Thibaut et Émilie, sans contrainte et sans jargon, comme on a l'habitude de le faire. Et on sera rejoint également par Marc juste après. Écoute, Émilie, je vais te laisser te présenter et par la suite, on fera Thibaut et on pourra commencer. Merci Clément, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je m'occupe principalement de la relation partenaire chez Merci Prosper. Donc j'échange plus régulièrement avec Clément et Marc du coup, puisque c'est avec eux que j'ai l'habitude de traiter. Mais on a également quelques investisseurs qui passent en direct et j'étais conseillère en gestion de patrimoine avant, donc je connais aussi très bien ces sujets-là et je serais ravie, en complément de Clément et de son équipe, de vous accompagner si besoin. Bon, je poursuis. Vas-y. Eh ben, merci Clément, merci Marc. En tout cas, ravi. Ravi à double titre. D'abord parce que c'est une belle offre et qu'on est ravi en fait de pouvoir la porter en fait auprès de l'ensemble des clients de Cashbee. Ravi aussi parce que on est une société qui a été incubée par la Banque Postale et que Cashbee en fait a été aussi incubée par la Banque Postale. Et donc je me réjouis en fait en tout cas qu'on puisse avancer avec un partenaire avec lequel on ait pu grandir aussi un peu sous les mêmes auspices. Alors, la foncière prospère, oui, on a mis notre expertise financière au service du bien vieillir. Et l'idée, en fait, c'est que à travers une petite présentation rapide,
En fait, en un quart d'heure, je vais vous présenter tout et en principe, vous devriez bien comprendre comment est-ce que tout fonctionne. L'idée était vraiment qu'on puisse ouvrir le capot et que tout soit clair et transparent pour vous. Donc, c'est une foncière qui est agréée par l'État, entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Alors, d'abord, merci Prosper, en 2 mots, parce on est une jeune société et donc vous êtes tout à fait légitime de vous poser la question, mais finalement, est-ce qu'ils seront là dans 1 an ou dans 2 ans? Ce que je voudrais, c'est d'abord vous rassurer. On a cette année, en fait, levé 10 millions d'euros, 2,5 millions en fait pour Merci Prosper, et donc aujourd'hui, on a plus de 2,5 millions de fonds propres avec le soutien d'un certain nombre de business angels, de 50 Partners, qui est un fonds avec une famille d'entrepreneurs. Et donc, en tout cas, on est là pour durer. Donc, c'est une question légitime, mais en tout cas, vous pouvez tout de suite l'évacuer puisqu'on est là pour durer. Première année, on a réussi à collecter sur ce véhicule-là 7 500 000 euros en fait, sur cette foncière auprès de un peu moins de 600 clients via des conseillers en gestion de patrimoine, plateformes à l'image de Cashbee. Et on va faire 550 000 euros de chiffre d'affaires et on sera rentable l'année prochaine. Ce qui est important aussi, c'est de savoir un petit peu sur qui est-ce qu'on peut compter. On peut compter sur une famille d'entrepreneurs, 50 Partners, sur un institutionnel engagé comme Cashbee, en fait, qui est la Banque Postale à travers Plateforme 58, et puis sur tout un écosystème, Silver Valley, qui nous ouvre la porte finalement sur l'écosystème en fait, des seniors, toutes les boîtes en fait, qui offrent des services et des offres en fait à cette population pour qui on a construit cette offre. On a eu le premier prix en fait de Silver Valley il y a 2 semaines, et ça c'est la reconnaissance aussi de l'assurance retraite, de gros institutionnels comme AG2R, Malakoff Humanis et autres. Et puis pour sourcer des biens, on a mis en place un certain nombre de partenariats solides avec des acteurs en fait que vous voyez à droite. Certains vous seront assez familiers. Le projet prospère. D'abord, avant de rentrer en détail sur la foncière, vous expliquer ce qu'on a fait. Finalement, on a construit un contrat pour les seniors qui va leur permettre de vendre partiellement leurs biens immobiliers. C'est basé sur de l'indivision, conventionnelle, et finalement, c'est quelque chose qui existe dans le Code civil depuis 1803, qui est connu de tous, connu des seniors qui eux-mêmes ont souvent acheté à deux leurs biens, et qui va leur permettre de vendre partiellement leurs biens immobiliers, de telle manière finalement à pouvoir vendre un petit peu maintenant pour bien vivre, parce que c'est pas en léchant les murs en fait qu'ils vont gagner de l'argent, et puis le reste, ils l'auront en fait pour continuer à transmettre. Et c'est 2 choses qui sont très très importantes pour eux. Derrière, comment est-ce qu'on va faire pour financer ça? On a monté en fait une foncière, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et cette foncière, en fait, elle va collecter de l'argent auprès des investisseurs en passant principalement par des plateformes comme Cashbee. Et c'est comme ça que finalement qu'on se retrouve avec de l'argent collecté auprès des particuliers qui est mis dans une foncière via des plateformes. Cette foncière, elle va acheter des petits bouts en fait de biens qui appartiennent à beaucoup de seniors, donc il va y avoir une mutualisation du risque et qui va permettre à ces seniors de pouvoir dégager de l'argent de telle manière à pouvoir bien vivre. Deuxième élément qui est important, parce que on parle de choses qui sont sérieuses, hein, c'est votre argent, et donc on doit s'inscrire dans une dynamique en fait qui est une dynamique sécurisante. Il y a une plateforme d'investissement en fait 100% digitale, donc votre argent est en sécurité. On passe par un PSI. PSI, c'est un acronyme en fait de prestataire de services d'investissement qui permet de valider que tout a été bien fait, que les procédures de finalement KYC, Know Your Customer, bien connaître qui vous êtes, si l'argent que vous nous apportez est un argent qui est propre, bref, toute la réglementation en fait qui s'impose à nous. Et nous, on est enregistré en fait auprès de l'ORIAS, qui est peut-être un organisme que vous connaissez. Et puis, c'est vrai que Clément le rappelait en introduction, moi j'ai passé 20 ans en banque d'investissement, comme Marc, en fait, qui lui, en fait, a passé beaucoup de temps en banque d'investissement, je pense qu'on a une culture du risk management qui est assez forte. Et puis, peut-être que certains d'entre vous connaissaient une UC qui était distribuée par des assureurs, qui s'appelle Via Génération, dont on a fait un succès, parce qu'on l'avait porté de 50 millions à 1,1 milliard. Alors, ça n'avait rien à voir en fait, avec ce qu'on fait là, parce que c'était du viager, alors que là, ce n'est pas du viager, c'est de la vente partielle. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire en fait, en tout cas, que
Le fonds est dans, alors ce sera à vous d'en juger, mais en tout cas dans des mains en fait de personnes responsables qui ont une culture de risk management forte et qui a déjà géré en fait par le passé. Alors la foncière Prosper, c'est une foncière, c'est un fonds un peu d'un nouveau genre. Pourquoi? Parce que déjà, je vous le disais, en fait, qu'on était agréé par l'État et qu'on était entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi est-ce qu'on est entreprise solidaire d'utilité sociale? Parce qu'on a pris des engagements pour le maintien à domicile des personnes âgées, parce que c'est une foncière un peu d'un nouveau genre où on ne peut pas finalement dire on monte un fonds et puis après on distribue l'ensemble des bénéfices simplement à ses actionnaires. On doit toujours poursuivre une utilité sociale. Et nous, ça tombe bien parce que c'est un fonds evergreen, donc qui n'a pas vocation à être fermé, qui va financer finalement le bien vieillir. Et en contrepartie de ces engagements, l'État nous a dit, tous les investisseurs, donc vous en l'occurrence, qui vont investir dans la foncière, ils auront 25% de réduction d'impôt. On va revenir sur cet élément-là après. Donc première spécificité, agrément de l'État qui vous permettent d'avoir 25% de réduction d'impôt. Et puis, après, on est un fonds un petit peu comme les autres. Et donc, selon nous, en fait, il y a 3 piliers qui sont hyper importants et dans lesquels on va répondre spécifiquement. La performance, c'est ce que vous recherchez, investir sur des fonds prudents, et puis donner du sens à votre épargne. Et la fierté qu'on a chez Foncière Prosper, c'est d'avoir réussi à réunir performance et sens dans une même offre, grâce notamment à cet avantage fiscal. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. La performance, on va vous en apporter à travers 3 moteurs de performance. Le premier, je vous en parlais rapidement, 25% de réduction d'impôt, ça c'est acquis. Il s'agit simplement de bien dimensionner le montant de votre investissement par rapport à votre capacité à réduire vos impôts. Et ça, vous pouvez vous rapprocher en fait de Cashbee pour en savoir un petit peu plus, ou alors de la Direction générale des finances pour en savoir un peu plus. Deuxième moteur de performance, le contrat Prosper. On va prendre un exemple. Mathématiquement, on distribue le contrat Prosper à nos seniors dans des conditions financières qui vont permettre mathématiquement de sécuriser 3% de rendement. On va venir sur un exemple qui va permettre de tout comprendre. Il n'y aura plus de flou, en fait, en tout cas, sur ce point-là. Ces 2 moteurs de performance vous permettent déjà de sécuriser l'équivalent d'un TRI, donc d'un taux de rendement interne de 5,65% par an capitalisé. Quand je dis capitalisé, c'est que c'est un fonds qui ne distribue pas de performance. La performance se fait par la réévaluation de la part. Et quand je parle de 5,65%, on l'a calculé sur 7 ans, puisque l'avantage fiscal vous oblige en fait à rester 7 ans investi. Et au-delà de ces 2 moteurs de performance, on a un autre moteur de performance. La foncière, elle achète, vous investissez dans une foncière qui achète des biens immobiliers. Et donc, vous êtes assujetti à l'évolution de l'immobilier. On a voulu être prudent et donc on a mis 1,5% en fait qu'on a calé sur l'inflation. Et quand on prend ces 3 moteurs de performance et cette anticipation qu'on a fait sur l'évolution de l'immobilier, on arrive à un TRI quand on pose les flux qui est de 7,09%. Donc vous voyez bien, on a réussi à réunir performance et sens. Donc les deux ne sont pas incompatibles et sont possibles. Deuxième chose, la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, vous payez en fait, comme tout le monde, j'espère, en fait, des impôts. Et donc l'idée, c'est d'en payer le moins possible. Vous avez une possibilité en fait de bénéficier de 25% de réduction d'impôt dans le plafonnement des niches fiscales. Si vous n'avez pas de réduction d'impôt, vous investissez 40 000 euros. 40 000 euros fois 25%, vous pouvez réduire en fait de vos impôts 10 000 euros. Si jamais vous avez, je sais pas, une aide à domicile ou autre, il s'agit de regarder de combien est-ce que vous bénéficiez de réduction d'impôt, de telle manière à bien sûr pas surinvestir par rapport à votre capacité de réduction d'impôt. Deuxième chose qui est importante, c'est peut-être que certains d'entre vous sont assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qu'il faut savoir, c'est que parce qu'on est une foncière solidaire, quand vous investissez, tout ça sort de l'assiette à 100% de l'IFI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous investissez et c'est une façon de pouvoir continuer à investir dans l'immobilier résidentiel sans pour autant que ça rentre dans l'assiette de votre impôt sur la fortune immobilière. Pour certains, ça peut être un levier intéressant. Deuxième moteur de performance, je vous en parlais, le contrat Prosper, 3%. Alors le mieux,
et ça c'est une slide qui est très importante, donc on va passer un peu de temps dessus. Le mieux c'est de prendre un exemple pour être très concret. Le contrat Prosper, comment ça fonctionne? On a un seigneur au départ qui nous appelle, qui a un bien, imaginons, de 500 000 euros et qui a besoin de cash. Le senior va signer un contrat Prosper. Ce contrat Prosper, il est à durée indéterminée. Il est basé sur l'indivision et l'indivision conventionnelle pour rassurer en fait les parties et pas être dans l'indivision légale qui, elle, pour le coup, peut être la porte ouverte à des zones de blocage. Et c'est un contrat à durée indéterminée, mais avec un prix qui est à 10 ans. Et donc, on a un senior qui a besoin de 50 000 euros. 50 000 euros sur un bien qui vaut 500 000 euros, ça correspond à 10% de la valeur du bien. Et il ne va pas vendre 10%, il va vendre 18%. Pourquoi est-ce qu'il va vendre 18%? Parce que finalement, dans les 8% supplémentaires, il y a le prix du contrat, la rémunération des investisseurs et les coûts d'acquisition en fait, pour les 10 premières années. Et donc, vous avez la foncière qui, au niveau des flux, va se retrouver chez le notaire, va payer des frais de notaire, va payer aussi une convention d'indivision. Donc, les frais de notaire, c'est les frais de notaire classiques que vous connaissez, hein, tout ce qu'on, les droits de mutation, impôts et taxes. Donc ça correspond en fait à 5 000 euros, donc 50% en fait des 10 000 euros. Et puis, il y a une convention d'indivision, parce que l'indivision, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est fixer un cadre. Il faut savoir, et ça, on a fait ce travail avec des notaires, pour identifier toutes les situations qui peuvent se présenter pendant la durée de vie du contrat. Qu'est-ce qui se passe si le seigneur décède? Qu'est-ce qui se passe si je veux racheter la part de la foncière à tout moment? Qu'est-ce qui se passe? Qui paye quoi? Quelles sont les charges qui sont payées par le seigneur, par la foncière? Bref, plein d'éléments qui permettent finalement d'apporter des réponses et de sécuriser donc aussi bien côté seigneur que de votre côté investisseur. Donc tout ça, en fait, ça vous coûte 10 000 euros et il y a 5 000 euros qui sont des frais d'intermédiation pour Merci Prosper qui a intermédié la solution. Et donc nous, on prend 10% du besoin des seniors, donc 10% de 50 000, ça fait 5 000. Et vous voyez bien, vous avez des coûts d'acquisition sur cette transaction qui sont de 10 000 de notaire plus 5 000 pour Merci Prosper, donc ça fait 15 000 euros, plus les 50 000 euros que vous allez apporter aux seniors. Donc au final, cette transaction vous a coûté 65 000 euros et a coûté 65 000 euros à la foncière, qui, elle, se retrouve propriétaire de 18% de 500 000, donc de 90 000 euros. Et donc, quand vous achetez 65 000 quelque chose qui, aujourd'hui, dans votre bilan, en fait, est 90 000, et que ça, c'est la valeur au bout de 10 ans, parce que c'est un prix à 10 ans, ça vous permet de sécuriser l'équivalent de 3% de rendement par an capitalisé. Et après, comme on n'a pas voulu que ce soit, qu'il n'y ait pas d'aléa, en fait, comme il peut y avoir sur le viager, imaginons, je vous prends un cas tout bête, c'est un contrat à 10 ans, vous avez prépayé à 10 ans, donc imaginons que le seigneur, au bout de 3 ans, il décide de vendre son bien, soit parce qu'il décède, soit parce qu'il veut vendre son bien. Finalement, 100% du bien va être vendu. Lui, il va toucher 82% des fruits de la vente. La foncière va toucher 18% du fruit de la vente, mais la foncière avait été payée finalement pour 10 ans. Or, le seigneur est resté 3 ans, et donc il y a un complément de prix qui va être reversé par la foncière au seigneur, de telle manière à ce que la foncière ne gagne pas d'argent sur le dos du seigneur sous prétexte qu'il est resté moins longtemps. À l'inverse, et ça toujours avec ces 3% de rendement qui sont sécurisés. À l'inverse, le seigneur veut rester plus de 10 ans, libre à lui bien sûr de rester, on ne va pas le mettre dehors. Et donc, imaginons qu'au bout de 15 ans, le seigneur décide de vendre le bien, donc 100% du bien est vendu, le seigneur touche 82% du fruit de la vente, la foncière touche 18%, sauf que la foncière a été payée simplement sur les 10 premières années, et donc c'est l'inverse, c'est le seigneur qui, sur les 82% qu'il a touché, va payer un complément de prix à la foncière qui viendra en fait l'indemniser pour les 5 années d'utilisation du contrat supplémentaire. Ça équivaut en fait à l'équivalent d'un petit loyer sur les 18%, qui permettra de sécuriser aussi les 3%. Donc vous voyez en fait ce qu'il faut retenir de ça à travers cet exemple, c'est que quelle que soit la détention, vous avez 3% de rendement qui sont sécurisés pour l'investisseur. Ensuite, l'évolution de l'immobilier.
L'évolution de l'immobilier, on vous a mis un petit graphe en bas à droite pour vous dire en fait de combien l'immobilier résidentiel avait évolué sur les 25 dernières années. Vous voyez que c'est plus 4% par an. Nous, on a voulu être prudent. On s'est fixé comme objectif 1,5% par an qui est calé en fait sur l'inflation. Et donc, on a fait un petit simulateur qui est disponible sur notre site, auquel je vais accéder ici maintenant, et qui vous permet finalement de pouvoir mettre combien est-ce que vous souhaitez investir, de pouvoir aussi faire évoluer l'évolution de l'immobilier. Vous voyez, il y a un paramètre en fait évolution de l'immobilier, donc que vous pouvez mettre à 0 ou à 3 ou à 4 en fonction de vos anticipations. Et puis la durée de la période d'investissement, là qui est de 7 ans, puisque si c'est moins de 7 ans, vous allez perdre en fait ce bloc-là de réduction d'impôt. Et ça vous permet en fait finalement de pouvoir agréger des choses qui viennent de l'État, les 25% de réduction d'impôt, et des choses qui viennent du rendement en fait du fonds, qui vient directement de chez nous, pour pouvoir finalement agréger des choux et des carottes et savoir un peu à quoi ça correspond en termes de performance. Donc, je vous laisserai en fait aller sur le site de la foncière, regarder et pouvoir avoir une idée précise, en tout cas, de ces chiffres-là. Simplement un petit rappel, c'est-à-dire qu'on a parlé d'objectifs de performance, c'est toujours mieux quand on démontre ce qu'on arrive à faire. On l'a fait l'année dernière. On a réalisé en fait en 2025 une réévaluation de la part de 4,76%. Donc vous voyez, c'est une réalité et le prochain rendez-vous, donc c'est prochainement puisque c'est le 1er juillet 2026. Donc voilà, si pour certains d'entre vous, en fait, en tout cas, vous vouliez bénéficier d'un investissement avant cette réévaluation, il est encore temps, même si les jours sont comptés. Donc vous voyez bien, en fait, on a des petites vignettes après qui résument. Donc la performance, on apporte de la performance à travers ces 3 moteurs de performance qui visent un objectif de taux de rendement interne de 7,09%. On est un placement prudent puisqu'on voit bien que, alors on est sur de l'immobilier résidentiel, donc par nature c'est prudent, c'est assez résilient. En tout cas, c'est ce qu'ont démontré l'historique en fait de ce marché, même si bien sûr ce qui s'est passé hier ne présage pas du tout de ce qui arrivera demain. Mais en tout cas, on a deux boucliers que vous voyez représentés à l'écran, la réduction d'impôt, les 25% de réduction d'impôt, et le contrat Prosper avec les 3% qui sont sécurisés. Et donc, pour que vous commenciez à perdre de l'argent sur finalement l'immobilier résidentiel qui constitue le risque que vous portez, il faudrait que sur 7 ans, le marché baisse de plus de 33%, de telle manière à ce que avantage fiscal inclus, vous commenciez à perdre. Donc c'est prudent, c'est responsable puisque l'idée c'est de financer le bien vieillir de nos aînés, et donc ça va directement dans la poche des seniors. Et puis le sujet de la liquidité qui est un vrai sujet, on l'a traité très sérieusement. Vous voyez bien qu'on est sur un produit qui est un produit qui permet finalement de collecter de l'argent sur une base fiscale. C'est-à-dire que celui qui investit en 2025, il avait un engagement de rester investi jusqu'en 2032. Alors, il pouvait sortir avant, mais s'il sortait avant, il perdait les 25% de réduction d'impôt. Pareil pour celui qui arrive en 2026, lui, il ne sortira pas en 2032, il sortira plutôt en 2033, sinon il va perdre l'avantage fiscal. Tout ça pour vous dire que finalement, le rallye qu'on a pu connaître, nous, on n'aura pas les mêmes travers en fait qu'ont pu connaître les SCPI dans le passé, où on a vu que tout le monde voulait sa liquidité au moment parce que tout dévissait. Nous, en tout cas, voilà, ce sera pas la même chose compte tenu de cette collecte qui se fait sur une base fiscale et compte tenu du fait que ces 25% contribuent fortement en fait à l'intérêt financier de cet investissement. Donc ça ne résout pas le problème de liquidité, mais ça donne de la visibilité sur la liquidité en fait à venir. Côté liquidité, statutairement, il y a 15% de la collecte. Donc quand on va collecter 1 million, il y a 150 000 euros qui ne sont pas investis, qui restent en fonds monétaires. Donc ça rapporte que 2% par rapport à l'objectif qui est 4,5%. Donc il y a un petit manque à gagner, mais en tout cas c'est le prix de la sécurité. Pourquoi 15%? Parce que 15% quand vous gardez, si on continue à collecter sur cette même base pendant 7 ans, au bout de 7 ans, on aura l'équivalent en fait de ce qu'on a collecté la première année et la capacité à pouvoir rembourser nos investisseurs. Il se trouve qu'en plus, en 2026, on a collecté beaucoup plus que
en 2025. Donc, on voit bien en fait que la poche de liquidité, elle sera plus importante et donc elle permettra déjà de pouvoir rembourser sur les 2-3 premières années. Après, autre élément qui est important, c'est que la revente des biens va contribuer finalement à apporter de la liquidité. Aujourd'hui, sur les 40 biens qu'on a achetés, on a déjà 3 biens qui ont été revendus ou qui sont sur le point d'être vendus. C'était presque en dépit de nos attentes parce qu'on n'avait pas imaginé que ce soit aussi rapide. Donc ça va apporter de la liquidité. Et puis ce que je peux vous partager aussi, c'est que l'idée demain, et c'est quelque chose que je connais, c'est d'avoir cette foncière qui soit souscrite par des assureurs et distribuée en assurance vie, en plan d'épargne retraite. Et ça va permettre en fait finalement d'avoir une profondeur au niveau de la liquidité qui va être beaucoup plus importante, puisqu'il y aura beaucoup plus d'acteurs et d'investisseurs qui pourront se positionner, qui pourront faire des arbitrages dans les contrats d'assurance vie ou plan d'épargne retraite, et donc qui faciliteront en fait cette liquidité, puisque on est sur de la matière immobilière, et donc même si on a mis tous les garde-fous pour essayer de rendre liquide ce qui par nature ne l'est pas, en tout cas, je ne peux pas vous garantir en fait cette liquidité aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, un prix de la part qui est à 115,24, un prix valeur de retrait qui est à 104,87. Bon, vous retrouverez en fait des mécanismes qui sont ceux qu'on retrouve en fait sur les CPI. La différence entre les deux, c'est 9% de commission de souscription qui sont la seule rémunération qu'on a à la fois pour nous, Merci Prosper, et puis aussi pour participer en fait à la distribution en fait de produits. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de commission de gestion, il n'y a pas de frais de sortie. Il y a un minimum d'investissement en fait qui est de 10 parts, donc ça veut dire que pour 1152,40 €, vous pouvez prendre part à cette belle aventure. Et puis, alors ça c'est quelque chose que j'ai fait au 31 décembre. Sachez que voilà, sur l'argent qu'on avait collecté jusqu'au 31 décembre, on a déjà tout déployé. Donc maintenant, on commence à investir déjà l'argent qu'on collecte au fur et à mesure, et qui j'espère grâce à vous sera de plus en plus important. On a un lien aussi que pourra vous partager en fait Cashbee sur l'ensemble des acquisitions qu'on a faites. Je vous le partage juste à titre d'information. Voilà, on a ici en fait des ressources qu'on a mis à disposition et que vous aurez à disposition qui vous permettent de comprendre, de savoir tout ce qu'on a acheté, à qui on l'a acheté et pour répondre à quel objectif. Donc il y en a, il y a toutes, il y en a, je peux en charger plus. Voilà, il y a plein de. En tout cas, voilà, on a à cœur de pouvoir partager ça avec vous et c'est des vignettes qui sont mises mises à jour en fait du jour au lendemain. C'est-à-dire quand on passe chez le notaire, le lendemain il y a la vignette. Donc cette année, voilà, on s'est fixé 20 millions d'euros à collecter pour accompagner non pas 40 seniors, mais cette fois-ci 120. Sachez aussi que, et ça, Cashbee vous le partagera, en fait, on a édité des rapports d'activité complets d'une vingtaine, trentaine de pages, rapport d'impact également, puisqu'on est une société engagée. Et voilà, en tout cas, pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Et voilà, et maintenant, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vais te les soumettre, Thibaut, parce qu'on en a reçu, mais avant ça, je vous prie tous de me pardonner pour mon retard. Les métros ne fonctionnant pas parfaitement par ces périodes de chaleur. La prochaine fois, je prendrai des marges plus larges. Donc voilà, c'est fait. Mes excuses sont présentées. Un grand merci, Thibaut, pour cette présentation, comme toujours, très, très claire. La première question est vraiment du côté juridique. Elle nous est posée sur le chat par monsieur Édouard. Je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Boussinesque, pardon. Et la question est la suivante, c'est côté juridique, les investisseurs de facto deviennent copropriétaires. Quid de la responsabilité si le logement déclaré et si le logement est déclaré insalubre ou si le logement rencontre d'autres problèmes fondamentaux? Alors, excellente question et merci de l'avoir posée en tout cas. Toujours le plus dur en fait de poser la première question. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrat. Ce contrat, en fait, il a fixé des règles dans l'indivision. C'est-à-dire que la foncière prospère dans laquelle investit l'investisseur se retrouve copropriétaire en fait d'actifs et donc peut se présenter, c'est vrai, le cas qui est indiqué, à savoir qu'est-ce qui se passe si jamais tout part un peu en sucette et que l'appartement devient insalubre. En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord,
Nous, on n'achète jamais plus de 50% de la valeur du bien, puisqu'on veut que le senior reste majoritaire, première chose. Deuxièmement, si ça devient insalubre, c'est que finalement, les travaux pour veiller, en fait, on va dire, à l'usage du bien en bon père de famille n'ont pas été respectés. Et donc, il y a des clauses qui permettent finalement, en fait, à ce que tout ça soit à la charge, bien sûr, du propriétaire et du propriétaire occupant, et donc ce soit pris en charge en fait par le senior, sans affecter donc la part de la foncière, sans affecter donc du coup indirectement en fait les investisseurs qui ont permis de rendre possible cet investissement. Merci beaucoup, ça me semble très clair. J'en avais une parce que on nous la pose souvent, donc je vais me permettre de te la soumettre. On a tous compris, je pense, le fait de devoir considérer ce placement, si on y procède, comme un placement à long terme, notamment parce que l'avantage fiscal très significatif du début n'est acquis que si on se commit sur une période de 7 ans. Je te remercie aussi d'avoir expliqué ce mécanisme par lequel le rendement de 3% entre guillemets, est structurellement inclus dans la structure pour les 10 premières années. Que se passe-t-il au-delà de ce délai-là? Il y a un senior qui a conclu un deal avec Merci Prosper, admettons aujourd'hui, on arrive en 2036 et le senior va très bien et veut continuer à vivre dans son bien. Eh bien, il n'y a aucun... Alors, il n'y a aucun aléa, j'y ai fait référence un tout petit peu dans la présentation. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fixé, c'est un contrat qui est à durée indéterminée. Donc, pour répondre à ta question, le senior peut rester au-delà de 10 ans, mais avec un prix à 10 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce prix à 10 ans permet de prépayer finalement le coût du contrat en fait à 10 ans. Voilà. On a vu que si jamais le senior partait avant, il y avait un complément de prix qui lui était donné, qui permet de sécuriser les investisseurs dans les 3% de rendement qui sont acquis, mais par contre de ne pas pouvoir, comme c'est le cas en fait dans le viager, se faire de l'argent sur le dos du senior sous prétexte qu'il est parti plus tôt. Donc on donne un complément de prix. À l'inverse, si le senior reste plus longtemps, qu'est-ce qui se passe en fait? Le senior en fait, quand il vendra son bien, pas affecter en fait finalement son pouvoir d'achat simplement. Donc c'est simplement au moment de la vente, sur la part qu'il vendra, il aura payé déjà les 10 premières années, mais les 5 années suivantes, s'il vend au bout de la 15e année, eh ben, il les déduira à travers un complément de prix qui sera versé à la foncière et qui viendra finalement rémunérer toujours autour des 3% les investisseurs en fait sur l'année 10 à 15. Donc ça veut dire que l'investisseur aura été sécurisé du début de l'investissement jusqu'à la 15e année sur un rendement en fait moyen de 3%. Bien compris. Et merci pour tes explications. Il y a une question qui vient de tomber de la part de Nicolas. Après 7 ans, si on veut sortir et si la liquidité n'est pas suffisante, combien de temps devra-t-on attendre pour retrouver la mise de départ avec les 3% annuels du contrat Prosper? Donc, je pense que ça revient à une question que se posent beaucoup de clients qui ont peut-être déjà investi dans les SCPI, ce fameux sujet de la liquidité. Le sujet de la liquidité, en fait, on y a répondu de manière assez propre, de manière assez responsable, sérieuse, avec ces 15% de liquidité qui permettent finalement, au fil des années, de se constituer une poche qui va permettre de rembourser les investisseurs. On a vu que la collecte avec cette poche va permettre d'avoir une poche en fait qui va être d'autant plus importante et qui permettra de répondre à ça. On a vu aussi qu'il y a des reventes de biens qui permettront aussi de pouvoir apporter de la liquidité. On a vu aussi que ma projection, c'est qu'on puisse avoir cette foncière qui soit demain, alors j'en ai pas l'assurance, mais en tout cas j'en ai l'expérience, référencée dans des contrats d'assurance vie pour l'épargne retraite par des assureurs qui investiront dans la foncière et qui distribueront finalement l'UC dans les contrats. Et donc tout ça on ira chercher en fait du coup une liquidité secondaire qui attirera en fait d'autres investisseurs et qui permettront en fait à d'autres de sortir. Donc aujourd'hui, je peux apporter que ça. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ce que j'apporte comme garantie est beaucoup plus solide que ce que je trouve aujourd'hui sur le marché. J'ajouterai en fait une chose importante, et ça c'est mon défaut en fait d'avoir travaillé 20 ans en banque d'investissement, c'est que tous ces fonds SCPI, OPCI et SCI, même que j'ai pu gérer dans le passé, on a des travers en fait quand on bosse 20 ans en banque d'investissement, on a une culture de risk management qui est assez forte
Et moi, je fais partie de ceux qui, en tout cas, portent en fait une vision responsable, c'est-à-dire que vous nous confiez votre argent, et donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir une vision claire. Donc en fait, même si vous étiez au bout de 7 ans, qu'on n'était pas capable, pour une raison X ou Y, de vous donner la liquidité, ce qu'il faut savoir, c'est que la performance continuerait à courir à plus 3% pour le contrat Prosper, modulo bien sûr l'effet immobilier, mais qu'il n'y aurait pas d'effet polluant qui viendrait altérer en fait cette performance. Et donc c'est peut-être juste une question en fait de temps. Il y a quelque chose aussi que je peux partager en fait, que moi j'imagine bien et que je mettrai en place et qui pourra se mettre en place avec le temps une fois qu'on sera un peu plus gros, c'est d'organiser aussi peut-être d'avoir au niveau de la foncière un peu de dette qui puisse permettre finalement d'apporter cette liquidité aux investisseurs, puisque en fait plus rapidement, et nous en fait de supporter en fait une dette au niveau de la foncière, sachant que je veux rassurer tout le monde, aujourd'hui il n'y a pas de dette, et s'il y avait de la dette, la responsabilité de la dette, elle est on est sur une SCA qui est une société en commandite par action. Il y a un commandité qui est le gérant, c'est nous. Il y a les commanditaires qui sont vous, qui êtes les investisseurs, et que la dette, elle est portée par le commandité. Donc en tout cas, ça ne viendra pas en fait polluer, en tout cas, des éléments en fait pour les investisseurs actuels. Ben, écoute, c'est clair. Avant de passer à la question suivante, juste une précision. Tu vas parler de revente de biens avant leur terme, enfin, et qui se vérifie dans la réalité. Hein. Tu nous as parlé du fait qu'il y avait déjà 3 projets où la revente avait eu lieu. Les proceeds, enfin, les fonds obtenus de la revente ne sont pas réinvestis, c'est ça que tu dis? Si, ils sont réinvestis aujourd'hui, puisqu'ils sont réinvestis aujourd'hui, mais comme avec la collecte aujourd'hui, on sait, on met 15% en fait de liquidité Ouais. sur la collecte. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça nous donne une visibilité en fait sur la liquidité dont on aura besoin à partir de dans 7 ans. Compris. Donc, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a 3 biens, et pour être tout à fait précis, il y en a un qui a été racheté parce que la personne qu'on a accompagnée a eu des rentrées de cash et a pu racheter. Il y en a 2 qui sont en cours de vente, dont un qui est déjà signé, donc c'est simplement une process. Voilà. Ça se fait dans des conditions qui sont tout à fait en ligne en fait avec ce qu'on avait imaginé. Donc en tout cas, voilà, et là, compte tenu du fait que c'est arrivé presque plus tôt qu'on avait imaginé, ça n'aurait pas de sens en fait de garder ça en liquidité sans le réinvestir. D'accord. Question sur peut-être théorique, mais tu vas nous expliquer pourquoi elle est théorique. Si la foncière fait faillite et les fonds investis perdus avant le délai de 7 ans, est-ce que l'avantage fiscal est perdu? Eh ben, en fait, je ne vois pas comment est-ce que la foncière peut faire faillite. Parce que la foncière, elle ne porte comme charge les coûts d'acquisition. Donc, en fait, quand elle achète quelque chose, elle paye des coûts d'acquisition, mais si elle ne peut pas les payer parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ne va pas l'acheter. Donc, en fait, Oui. en tout cas, elle ne peut pas. Voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est éventuellement, il n'y a pas de property management. Property management, en fait, pour être très clair pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les appels de charges qui sont faites. Donc, en fait, c'est le seigneur qui continue à payer l'ensemble de ses charges. Si jamais il ne les payait pas, alors bon, il y a des mécanismes en fait qui font que tout ça s'est retrouvé en fait par la foncière à la fin au moment de la vente. Donc ça, faut pas avoir de crainte. Donc en fait, les seules choses qu'il pourrait avoir, c'est tous les gros travaux qui sont régis par l'article 606 du Code civil. Donc là, on pourrait être appelé par des charges sur lesquelles on n'aurait pas les liquidités. Mais d'abord, on en aura parce que d'abord, c'est pas des gros montants, parce que compte tenu des codes-parts en fait avec lesquels on investit, et que de toute façon, on a toujours de la liquidité puisqu'on a cette poche de cash donc, sur laquelle on pourrait aussi aller puiser si jamais il n'y en avait plus. Mais donc, pour moi, c'est théorique, hein, c'est bien de se poser la question, mais je ne vois pas comment est-ce que ça peut arriver. Je suis preneur, en fait, en tout cas, si on arrive à me démontrer que c'est possible. D'accord. Ben, moi, je n'arrive pas à la démontrer non plus. Parce que les seules charges qu'on a, c'est des charges de comptabilité pour faire la Ouais. comptabilité de la foncière, d'organisation d'AG, mais ça ne coûte rien, un peu bancaire, mais c'est tout petit. Ouais. Donc pour moi, c'est théorique et je vois pas comment est-ce qu'on peut y arriver. Alors, toujours sur la thématique de la réduction d'impôt, les 25% de réduction d'impôt sont-ils cumulables avec les avantages des versements sur le PER? Non.
Non, les 25% de réduction d'impôt, c'est quoi, le PER, en fait, c'est donc ça veut dire que donc ça veut dire que en fait, on a commencé à collecter avec, si je lis en fait un peu dans les pensées de la personne qui a posé la question, c'est que demain, quand on sera pré-ER, en fait, on aura une proposition de valeur qui sera un objectif de performance de 4,5, qui, selon moi, est suffisant en fait en termes de support alternatif à tout ce qu'il peut avoir. Voilà, il permet en fait de donner une sens, ce sera une UC solidaire. En revanche, il y aura plus en fait l'avantage fiscal et ce sera donc différent. Et Mais je reformule la question pour bien comprendre. On a des limites, on a des paliers de sommes qu'on peut contribuer annuellement dans un PER. ah non, ça dans ce cas-là, oui, ça bien sûr, on peut contribuer les deux. C'est-à-dire que oui, Voilà. ça je vois très bien. C'est-à-dire qu'il y a sur votre fiche d'impôt aujourd'hui, il y a vous pouvez investir tant dans un PER, donc ça allez-y pleine balle et faites-le. Et après, en fait, il y a une réduction d'impôt parce que vous payez des impôts sur le revenu. Et donc là-dessus, ça, vous pouvez, c'est deux choses qui sont totalement indépendantes. Voilà, de telle manière. Je crois que c'était ça le sens de la question. C'est-à-dire que si j'investis chez Merci Prosper et que je mets mon plafond dans mon PER, Il y a est-ce pas que de j'ai sujet. toujours le bénéfice? Et je pense que la réponse est oui. J'en suis certain même pour l'avoir expérimenté. C'est-à-dire que dans mon passé, voilà, j'ai fait du PER et j'ai fait de la défisque et les deux sont tout à fait cumulables. Parfait, très clair. Alors, j'ai une question un peu plus technique. Que se passerait-il face au risque de rétraction des argiles, fissures, murs et autres réjouissances? La valeur de l'immobilier s'effondrerait, sans mauvais jeu de mots. Quid de l'investissement? Non, non, mais oui, je comprends le jeu de mots. Non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous, on est très analytique en fait sur ces sujets-là, puisque en plus avec le réchauffement qu'on peut connaître en ce moment, c'est vrai qu'il y a des transformations au niveau de l'habitat qui sont assez importantes et au niveau des matériaux. Et donc, bah, il y a des assurances pour tout ça, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, si jamais on avait investi dans quelque chose qui devenait en fait, en tout cas, était un peu en difficulté. Il y a certes des assurances, mais je suis pas sûr que les assurances en fait couvrent totalement en fait ce risque. Donc, mais on essaye, en tout cas nous en amont, de bien travailler en fait ces risques-là de telle manière à d'abord pas mettre les pieds dedans. Et quand je dis les dents, c'est pas mettre les pieds dans la colle en fait en se disant voilà. Donc on essaie d'éviter ces sujets, ces zones-là. Mais on est bien conscient en tout cas de ce risque et on le prend en compte au même titre qu'on prend le DPE et tous ces éléments en fait dans le pricing initial en fait des transactions qu'on fait. D'accord. Donc, donc des maisons, enfin des seniors qui habiteraient des maisons sur la pointe du Cap Ferré, qui s'effritent tous les ans de 3-4 mètres, ça, vous passeriez à côté en disant merci, mais non merci. Bah, disons oui, c'est des choses qu'on regarde et qui ne se sont pas présentées pour l'instant en fait pour le Cap Ferret. Alors, on revient sur le sujet de la durée, parce que donc, je ne dis pas que j'ai ouvert la boîte de Pandore, mais j'ai quand même parlé de ce senior qui resterait plus de 10 ans dans son habitation. Et donc, est-ce qu'une personne qui souscrit à Merci Prosper peut vraiment rester indéfiniment dans son logement, plus de 30 ans par exemple? Est-ce que le prix de la vente garantira toujours la rémunération initialement prévue? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est aux héritiers de payer la différence? Oui, alors c'est hyper intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vu à travers la démonstration que j'ai fait par l'exemple que le coût de financement finalement de la solution, c'était au-delà une fois les coûts d'acquisition payés, c'était 3% par an capitalisé. Oui. Bon, et ben, en fait, quand vous faites la projection en fait, de rester 30 ans en fait, et que vous savez que le senior il a toujours 50%, sauf peut-être cas extrême, voilà, en principe, il aura toujours la capacité en fait de rembourser. Maintenant, s'il n'avait pas la capacité en fait de rembourser, en principe, ce serait les héritiers, voilà, soit ce serait les héritiers, soit pour le coup, ce serait peut-être une perte pour la foncière si les héritiers en fait ne pouvaient pas payer. D'accord, mais donc là, ce que tu dis, c'est il faut que le 3% capitalisé ronge la totalité de la valeur du bien Ouais. avant que la foncière soit à risque. Voilà, exactement. Et pour ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le marché immobilier s'effondre, premièrement, pour que la valeur des 50%, en fait, les 50% qui gardent
minimum, hein, parce qu'en fait, nous, on achète entre 10 et 50%, donc il lui reste un minimum il lui reste entre 50% et 90%. Il faudrait que cette somme, par l'immobilier déjà, ne vale plus grand-chose, donc que le marché s'effondre, et que en plus, à travers les années qu'il a passées après les 10 ans, il soit redevable de quelque chose, en fait, qui soit supérieur à cette somme. C'est assez simple à modéliser en fait à travers le fameux 1 plus i à la puissance n, n étant en fait le nombre d'années qui restera, et à travers la valorisation des biens. Alors j'ai envie de dire en fait, il y a deux choses. Un discours très responsable qui consiste à dire oui, ça peut arriver, c'est un risque. Et en même temps, pour ceux qui nous écoutent, le risque, il n'est pas pour eux, puisque sauf à ce qu'on ne puisse pas leur offrir de liquidité dans 7 ans, eux, ils sont investis en fait sur 7 ans, peut-être 10 s'ils restent un peu plus longtemps, mais que pour que ça arrive, il faudrait vraiment que le senior reste, à mon avis, 30 ans. Voilà. Sachant qu'on porte aussi une conviction chez Merci Prosper. Aujourd'hui, les seniors, ils veulent rester chez eux. Moi, c'est un sujet que je connais bien, sur lequel je bosse quand même depuis maintenant une douzaine d'années. Il veut rester chez eux, mais pourquoi? Parce que l'alternative, c'est l'EHPAD. Et que l'EHPAD, forcément, avec les scandales en plus Orpea et autres, ça donne pas vraiment envie. Maintenant, quand on regarde le monde de la silver economy, on a beaucoup d'acteurs en fait qui travaillent à apporter des solutions, qui sont des solutions qui sont entendables et qui lutteront contre le fléau en fait, qui est le vrai fléau, c'est l'isolement. Et donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que ceux qui pourront rester chez eux finalement sont finalement pas si nombreux que ça, parce qu'en fait, rester chez soi, ça coûte de l'argent et que tout le monde n'aura pas les moyens de rester chez soi puisque ça nécessite de l'adaptation, tout ça. Donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Et ceux qui se disent, voilà, les seniors vont rester chez eux ad vitam et que potentiellement ils peuvent rester 30 ans et que, l'immeuble l'appartement va se dégrader. D'abord, il y a des garde-fous dans le contrat et que deux, je pense que ça ne correspondra pas à la réalité. Et en tout cas, on voit bien à travers déjà que les 3 exemples de revente sur les 40 qu'on a achetés, qu'en tout cas, c'est même beyond expectation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas imaginé que. Voilà. Non, et puis, dans un portefeuille qui continue de se diversifier, tu peux peut-être avoir une exception en termes de longévité et de durée, mais qui sera en très grande partie compensée. Voilà. Et que bien sûr, en fait, et ça c'est un sujet dont je n'ai pas parlé, mais il y a trois personas en fait qui sont principaux. Il y a le jeune senior en fait qui n'a pas anticipé la retraite et qui se retrouve avec une baisse de revenus en fait de 30 à 50%, comme ce à quoi il faut qu'on s'attende tous, hein, c'est la réalité. Et donc, soit il est un peu surendetté, ce qui peut être le cas, hein, soit il a pris des crédits à la consommation et donc vendre partiellement son bien, c'est une occasion pour lui soit d'avoir des revenus complémentaires, un petit capital pour pallier à ça, soit pour rembourser en fait des crédits qui l'asphyxient. Première chose. Deuxième chose, il y a le senior qui veut rester chez lui. On voit bien que l'immobilier, ça coûte, hein, et donc il peut y avoir des travaux de rénovation énergétique, hein, pour parler de choses en fait qu'on a tous vécues. Il y a l'adaptation en fait de logement, hein, une salle de bain en douche pour éviter une chute, des choses assez triviales. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, en fait, qui est le couple, en fait, qui en a un des deux qui doit partir en établissement parce que Alzheimer ou parce qu'il doit partir en résidence senior. Et là, en fait, c'est un peu double peine. Il y a le coût en fait de la résidence principale plus un autre coût. Alors, en principe, les enfants ont cette obligation vis-à-vis de leurs parents, mais les enfants ont leur réalité aussi, donc c'est pas possible. Et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on associe beaucoup les enfants aussi à ces décisions-là, de telle manière à ce qu'ils puissent être partie prenante dans ces échanges-là. Ok, écoute, très clair. On revient sur la sélection de biens. Il y a une question qui nous est posée. Comment sont sélectionnés les biens concernés et par qui? Est-ce que c'est Merci Prosper lui-même ou est-ce que vous passez par d'autres professionnels? Avez-vous un cahier des charges bien précis pour minimiser les risques liés à chaque investissement? Entre parenthèses, l'environnement, les zones inondables, la vétusté, etc. Ok, oui, on a une politique d'investissement qui est hyper claire, hein. Il faut savoir en fait que nous, nous, Merci Prosper, on n'est pas société de gestion. On ne fait que exécuter une politique d'investissement qui a été définie en fait par Merci Prosper, donner à un conseil de surveillance, pour rentrer un petit peu dans la technique, qui représente l'ensemble des investisseurs de la foncière et qui nous donne quitus pour
pour finalement dérouler cette politique d'investissement. Dans cette politique d'investissement, qu'est-ce qu'il y a? On va investir dans des zones liquides. On est un produit d'investissement. Ce qu'il faut, c'est que quand le senior est décidé de vendre, il faut qu'on puisse trouver un acheteur. On va investir dans des zones, si possible, en fait, bien orientées. Donc, on a fait tout ce travail-là, en fait, de granularité. On ne va pas investir dans des biens, en fait, qui ont moins de 200 000 euros, qui valent moins de 200 000 euros. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des coûts inversement proportionnels qui ne sont pas positifs pour le notaire. Comment est-ce qu'on va évaluer, et plein d'éléments. Comment est-ce qu'on va évaluer le bien? J'ai un petit travers, en fait, par rapport à mon expérience sur les générations, c'est que j'ai goûté aux experts dits indépendants. Je dis des choses qui ne sont pas très politiquement correctes, mais malheureusement, c'est une réalité. J'ai pas pris des experts indépendants, j'ai pris un outil indépendant qui s'appelle Priceable, qui est un outil d'ailleurs qui est utilisé par des experts indépendants, qui permet d'agréger de la data et qui est un outil vraiment top, qui permet de dire en gros, bien sûr, avoir accès bien sûr à toutes les transactions DVF qui ont été faites, d'avoir toutes les opérations qui sont sur le marché, d'avoir la dynamique en fait, qu'il peut y avoir, l'attractivité de la zone, bref, plein d'éléments qui sont agrégés et qui permettent de mettre un prix en face d'un bien, sachant qu'on sait tous qu'un bien par rapport à un autre n'est pas égal. C'est pas parce que vous habitez dans la même rue que quelqu'un, c'est pas parce que vous habitez dans la même commune que quelqu'un que le bien en fait vaut le même prix. Donc, et ça, je pense que c'est une grosse erreur qui a été faite côté immobilier. C'est un exercice qui est difficile, hein, je ne le cache pas, de mettre un prix en face d'un bien, mais on y arrive grâce à des outils comme ça, qui sont des outils objectifs. Après, on n'est pas non plus on ne connaît pas en fait les prix qu'il y a dans toutes les régions. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse confronter ces informations qu'on a à travers cet outil qui est performant avec la réalité du marché. Et donc on a une visite qui se fait en local, qui est faite en fait, par des professionnels de l'immobilier et qui nous permet en fait de s'assurer qu'on ne s'est pas planté et que la bécane ne nous a pas donné un prix complètement farfelu. Tout l'enjeu étant de ne pas acheter à un prix de mandat, et de ne pas spolier non plus l'intérêt du senior pour acheter au juste prix. Donc ça, on a tous les outils pour le faire et on a une politique d'investissement qui est hyper claire là-dessus. Alors, on ne cesse de parler de seniors et il y a une question assez directe. C'est quoi un senior? C'est à partir de quel âge? À partir de quel âge on peut se tourner vers Merci Prosper? Je vais commencer par une boutade que j'aime bien parce que c'était celle de Decaune qui disait qu'un senior, c'était un jeune qui n'avait pas compris ce qui lui arrivait. C'est beaucoup dans la tête. Et bon, c'est aussi un jeune depuis plus longtemps que les autres. Donc, un senior, c'est quoi? On l'accompagne, on prend les seniors, nous, à partir de 60 ans. Donc, c'est 60 ans et plus. L'objectif étant de ne pas avoir que des soixantenaires et l'objectif étant aussi à la limite, on pourrait avoir que des personnes qui ont 80, 90 ans. Voilà, mais c'est aussi d'avoir un panache un panaché entre tout pour mutualiser aussi le risque et optimiser la liquidité future. Parce que plus on a un senior qui est âgé, et plus raisonnablement et sans souhaiter son décès, on peut se dire qu'on va récupérer la liquidité en fait attachée à ce bien-là. Bien sûr. Question assez technique. Tu dis que tu mets 15% de la collecte de côté en liquidité pour pouvoir servir cette somme-là capitalisée 7 ans plus tard en cas de besoin. À quel prix? Alors, la question est posée de la façon suivante, mais je crois que ça revient à ça. C'est les intérêts générés par les fonds investis sont-ils servis à la sortie? Oui, ben on a alors servi, ça veut dire quoi? Oui, donc je vais me permettre une interprétation de la question. Ouais. C'est quelqu'un investit 10 000, on prend 1 500 de cette somme qu'on met de côté, puisque c'est 15%. Ce 1 500, il va travailler, il va générer des intérêts. Et la question qui est, d'accord, mais est-ce que ces intérêts-là reviennent aussi aux investisseurs? Oui, les 15%, en fait, les intérêts vont être. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre trop d'argent non plus en liquidité, c'est d'assurer une liquidité, mais que l'argent, les intérêts en fait de cette liquidité ne viennent pas de gérer de la liquidité qui, elle, aussi affecte un petit peu la performance. Donc l'idée, c'est bien sûr que tout ça soit réinvesti pour les intérêts et que ça contribue à apporter de la performance, donc aussi pour les investisseurs, bien évidemment. Je garde un œil également sur. Et pour répondre à cette question-là, en fait, aujourd'hui, c'est investi en fonds monétaires. Il se trouve qu'on passe, les fonds monétaires aujourd'hui, ça paye 2%. Donc oui, il y a un petit manque à gagner.
une fois que la liquidité sera peut-être plus importante, peut-être qu'on fera en fait aussi des dépôts à terme avec des clauses qui permettent de sortir un petit peu anticipé, et peut-être même qu'on travaillera avec Cashbee, Je te remercie de la remarque. qui propose des belles solutions que je vous encourage à aller voir. Bon, bah écoute, c'est très sympa de finir sur cette note. Je crois qu'on est arrivé à la fin des questions, en tout cas posées online. Et je rappelle que vous avez toujours la possibilité, je rappelle aux participants que vous avez toujours la possibilité de nous les poser après coup et qu'on saura les transmettre à Thibaut et à Émilie. Il nous reste 2 minutes, mais j'en ai besoin pour formellement remercier Émilie et Thibaut pour leur temps, pour la beauté du projet. Une des raisons pour laquelle Cashbee est fier de la mettre en avant, c'est le côté impact social tangible et réel que cet investissement peut avoir. Par ailleurs, on n'est pas mécontent du rendement cible, même si je rappelle que c'est un rendement cible et que tout investissement comporte un risque au capital. Dans ce contexte particulier, je trouve que le projet, c'est une opinion personnelle que j'exprime, est très bien ficelé pour réduire ces risques le plus possible. Voilà, les remerciements sont faits. Tout le monde aura recevra automatiquement une copie de cette intervention qu'on partagera également avec les personnes qui s'étaient inscrites mais qui n'ont pas pu se présenter. Je ne leur en veux pas parce que moi-même j'étais en retard. Et donc encore une fois, pardon. Je terminerai sur le fait que pour ceux qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses supplémentaires, nos conseillers dirigés dans l'équipe de Clément sont également à votre disposition pour répondre si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, on saura se tourner vers l'excellente équipe de Merci Prosper pour vous revenir dans les meilleurs délais. Là-dessus, je crois que tout est bon. On a tenu les délais. Encore un grand merci à l'équipe de Merci Prosper. Ravi de ce partenariat et à très bientôt pour des prochains webinaires. Eh bien, à bientôt et merci à vous et à toute l'équipe. Et puis merci à vous de votre confiance, que j'espère importante. Elle l'est. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.